retour dans Transformons la France, ici en direct de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Nous accueillons aux côtés de Christian Estrosi, Bruno Cavagné, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale des travaux publics. Vous étiez hier aux côtés des élus locaux, aux côtés de Christian Estrosi, puisque ce territoire a été frappé à l'automne par la tempête Alex. Je crois que vous avez vécu ce moment avec beaucoup d'émotion. Oui, effectivement, je voulais venir pour me rendre compte de ce qui s'était passé dans cette région. On l'a tous vu sur les images, on a lu beaucoup d'articles, mais la journée d'hier, effectivement, était empreinte d'émotion parce que on s'est rendu compte, toutes les images qu'on a pu voir, réellement ce qui s'était passé. On a pu voir tout le travail qui a été fait, et je le disais hier, je félicitais les élus locaux, les entreprises, de cet élan de solidarité, de ce partage véritablement qu'il y a eu, où tout le monde a travaillé main dans la main à partir du lendemain quasiment. On en parlait avec Christian Estrosi. Franchement, c'est plutôt rassurant d'ailleurs, je trouve, que dans des moments comme ça, tout le monde se mette ensemble. Alors, certes, c'est aussi grâce à la métropole de Nice et au fonctionnement, parce que c'est assez rare, il faut le souligner, avoir une métropole et citadine et rurale. Je pense que c'est un exemple, en tous les cas, à ma connaissance, c'est la seule en France et qui a permis de donner cette impulsion. Et le travail qui a été fait, et là j'allais dire c'est le professionnel qui vous parle, en quelques mois est remarquable. Remarquable de solidarité, de vitesse. Franchement, les travaux sont titanesques. Il y en a encore évidemment pour quelques mois, voire pour quelques années. Mais cette séquence, j'allais dire, est technique et d'émotion, je le disais hier soir, mais restera marqué pour longtemps dans ma vie, effectivement. Oui. Bruno Cavagné, ce contrat de relance a été signé entre Christian Estrosi, le Premier ministre Jean Castex, plus de 2,5 milliards sur la table pour essayer accélérer ici la transformation de la métropole de Nice. Il y aura un gros volet sur la dimension infrastructure, notamment pour rendre à la fois peut-être ce territoire rapprocher les distances. Pour vous qui avez beaucoup ferraillé avec le gouvernement pour obtenir, en tous les cas, passer des investissements sur les infrastructures, est-ce que vous avez le sentiment que justement ce contrat de relance, c'est aussi le moyen peut-être d'accélérer des projets qui n'étaient pas mis en priorité, qui le deviennent aujourd'hui? Bah oui, je crois que Christian Estrosi l'a dit tout à l'heure. Moi, quand le Premier ministre a été nommé il y a un peu plus d'1 an, je suis allé le voir et je lui ai dit pour que le plan de relance marche, il faut d'abord qu'il parte de ce bureau, que de Matignon, on arrive à accélérer les projets. Si vraiment les projets ne sont pas accélérés, on aura un effet d'annonce, on aura 100 milliards annoncés. Enfin, pour les infras, c'est que 4 milliards. Enfin, que, entre guillemets, on joue beaucoup avec les milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Et effectivement, grâce à ce plan de relance, même si à certains endroits il a pu avoir un peu de retard à l'allumage, on a une accélération et des projets effectivement qui devaient être faits que dans 5-6 ans vont être accélérés. Donc c'est j'allais dire, c'est une aubaine pour notre pays, pour la région ici avec le plan qui a été signé. Et il faut absolument qu'on le développe, et encore plus sur les infrastructures, et c'est ce que je disais au Premier ministre, parce qu'il y a un très gros volet bâtiment, un peu moins sur les infras. Et pour le coup, pour revenir à notre sujet précédent, quand on voit encore tout ce qui reste à faire ici, qui a été aussi fait parce qu'il y a eu des procédures d'urgence, on a réussi à accélérer les choses. Je pense que dans les mois qui arrivent, il faut continuer à accélérer, parce que vous savez, on le voit dans ce pays et peut-être ailleurs également, quand l'émotion s'en va, quand on s'éloigne de ce qui s'est passé, on a tendance à oublier. C'est vrai pour le Covid, c'est vrai pour ce qui s'est passé ici. Donc il ne faut pas oublier et il faut continuer à accélérer. Christian Estrosi, vous étiez hier aux côtés de Bruno Cavagné. Cette relance économique, elle doit être profitable pour toute la métropole, pour tous les territoires et pour ces territoires aussi qui ont été frappés par la tempête Alex. Quel est le bilan? Certains disent qu'il faut aller encore plus vite dans les transformations, les besoins de réaménager ce territoire. Quel est l'état de la situation que vous pouvez partager aujourd'hui avec nos spectateurs? D'abord, une organisation territoriale qui a permis au président Bruno Cavagné, que je veux remercier parce que avoir consacré une journée
à venir auprès des maires. Nous avons près d'une dizaine de maires dans la vallée de la Tinée et une dizaine de maires dans la vallée de la Vésubie qui font partie du conseil de métropole que je préside, et aux côtés des artisans, car ce sont des vallées où nous avons des TPE, 2 ou 3 PME, et puis sur le bassin niçois, de belles entreprises du bâtiment et des travaux publics qui naturellement font partie des mandants du président Bruno Cavagné. Je crois que ça a permis d'illustrer la présence du président et de moi-même auprès et des élus et des entreprises, cette solidarité qu'il y avait entre la collectivité et les entreprises qui permettait une très forte réactivité. On critique souvent le monde de l'entreprise, du bâtiment, en disant c'est des bétonneurs. La réalité, c'est que ce ne sont pas des bétonneurs. C'est justement une industrie qui, elle, sait se remettre en cause, s'inscrit dans la transition écologique. Nous, on en est l'illustration, parce que reconstruire après la tempête Alex, quand des routes se sont effondrées dans le lit de rivières qui ont un biotope qu'il faut protéger, c'est justement parce que nous avons la chance d'avoir des entreprises qui savent, sous la surveillance des directeurs territoriaux, de l'aménagement du territoire, des DIREM, c'est-à-dire ceux qui ont la charge de veiller à ce que soit respecté l'environnement, qu'il n'y ait pas des espèces endémiques qui soient menacées, etc. Il fallait à la fois redonner vie très vite et en même temps, parce que nous sommes sur des vallées qui sont au cœur de zones Natura 2000, à l'entrée du parc du Mercantour, protéger tout ça. Et c'est parce qu'on a la chance d'avoir, nous, les élus, en appuyant sur un bouton, des entreprises sur place qui se sont inscrites aussi dans cette transition écologique avec des techniques pour pouvoir rebâtir très vite et protéger. Et donc, on a un peu illustré ça ensemble. Et c'est pour cela que lorsqu'on disait que l'écologie doit se placer au service de l'économie, c'est pas antinomique de bâtir et en même temps d'avoir un bâti qui accélère le processus de la baisse des empreintes carbone, de la limitation des émissions de CO2, etc. Maintenant, nous les élus, on est exigeants. Les entreprises et les règles fixées par la Fédération nationale le démontrent, s'inscrivent dans cette stratégie pour extrêmement vertueuse. C'est ce qui fait notre force. Et au fond, dans des vallées où on pensait que toutes les entreprises allaient partir, les populations allaient partir, etc., on a réussi ensemble à redonner si rapidement la vie, même s'il y a encore des chantiers à accomplir, qu'à l'arrivée, non seulement les gens restent, des entreprises sont réinstallées dans de nouvelles zones d'activité que nous aménageons, et nous allons sans doute même attirer de nouvelles populations qui vont chercher un art de vivre, parce que nous allons réaménager différemment, parce qu'après que tout était emporté, naturellement, nous voulons tenir compte de ces facteurs pour qu'au cas où on se reprête demain à 500 millilitres d'eau en quelques heures sur la tête, et voire peut-être plus avec les épisodes orageux méditerranéens qu'on connaît maintenant avec le réchauffement climatique, nous puissions avoir une reconstruction durable par rapport à tout cela, et qui en même temps renforce l'attractivité de la ruralité de notre métropole. Christian Estrosi, il y a un sujet qu'on aborde peu parce qu'on connaît le tourisme comme le premier pilier économique du territoire. Néanmoins, la tempête Alex pose aussi cette question du tourisme dans les vallées. Et j'ai envie de demander à Nicolas Magintis, vous êtes, on va dire, auprès des entreprises. On a vu que si le TP, si les infrastructures se reconstruisent, c'est quand même aussi grâce aux entreprises. C'est quoi le rôle de BPI France d'être à la fois sur accompagner les entreprises dans la relance elles-mêmes et également aider une filière à se reconstruire, parce que malgré tout, le tourisme, ça reste quand même un axe important ici, même pour les vallées qui en souffrent effectivement, puisqu'il y a des problèmes d'accès encore. Donc c'est un vrai défi, pas que pour le littoral.
Bonjour, merci. Effectivement, BPI France, le rôle de BPI France, c'est faire émerger les entreprises de demain, des filières de demain, des filières d'excellence, au travers de ces métiers qui vont être le soutien à l'innovation. On a un terreau d'innovation ici. Oui. De soutien au rayonnement international, que ce soit du territoire ou des entreprises qui vont partir à l'export. Donc, du financement, de l'investissement haut de bilan, etc., etc. Effectivement, BPI France, on a été mis à contribution dans le cadre du plan de relance, parce qu'on parle beaucoup de cet argent qui a été mis sur la table, mais beaucoup d'argent a été délivré auprès de BPI France pour maximiser des efforts de garantie pour venir sécuriser les partenaires bancaires, bonifier des taux ou maximiser des durées en termes de maturité de crédit après que les épisodes de la crise sanitaire ont fait que les entreprises ont un petit peu plus endettées qu'avant, et des bilans qui seront peut-être un peu plus dégradés, notamment dans le secteur du tourisme. Et donc nous avons pris le parti d'aller accompagner, de se positionner comme la banque 2. Donc on s'est positionné comme la banque du climat pour essayer d'accompagner la transition énergétique et écologique de toutes les entreprises de notre territoire. Ce sont des vrais sujets que portent les entrepreneurs sur notre territoire. Et également, entre autres, la banque du tourisme. En partenariat avec la Banque des Territoires, nous avons lancé un vaste plan d'accompagnement des entreprises du secteur du tourisme sur du financement, du haut de bilan et de l'accompagnement. Le premier, donc je commençais par le dernier, c'est l'accompagnement, notamment sur le territoire de la métropole de Nice, avec des diagnostics pour accompagner le chef d'entreprise un peu esselé, qui a un peu la tête dans le guidon, à justement lever la tête du guidon, à prendre un peu de hauteur au travers de consulting, où on a décidé de prendre en charge avec la métropole de Nice 100% de la facture. Donc on propose de l'accompagnement gratuit pour gérer mieux la réouverture, le besoin en fonds de roulement, la digitalisation qui est un vrai sujet, etc. etc. Mais lorsqu'on est sur de l'accompagnement, c'est pour aussi avoir une vision à long terme, et cette vision à long terme, ça passe par du financement. Donc on a également dans le catalogue de BPI France un prêt tourisme, qui est un prêt qui a servi à la fois à financer des pertes d'exploitation suite à la crise sanitaire et venir accompagner les banques et maximiser l'effet PGE avec du financement BPI France, mais également participer à la reconstruction, participer au financement de la digitalisation, participer à une concentration du secteur également, au travers de crédits avec des maturités longues et sans aucune garantie pour le chef d'entreprise. Et pour compléter, et pour terminer, une action forte en haut de bilan qui vise à intervenir dans le capital des entreprises, soit au travers d'un outil d'obligation convertible, soit au travers de prise de participation en capital directement, pour venir sécuriser le haut de bilan et faire émerger les gros projets de notre territoire. Alors, je suis désolée, on fait juste une petite parenthèse. On va devoir dire au revoir à Christian Estrosi. Merci d'avoir été avec nous. Bon, oui, Christian Estrosi, juste peut-être, et ça sera l'occasion de pouvoir conclure cette séquence, cette deuxième séquence. Vous l'avez dit, le 30 septembre, on sera là, ici à Nice, dans un moment important qui sera la relance économique de l'Europe par la transition écologique avec le Green Deal. Le thème qui a été choisi, c'est « Time to Cooperate ». Moi, j'ai envie de poser la question, 30 secondes Bruno Cavagné, 30 secondes Christian Estrosi, et vous pour la BPI France. Le time to corporate, c'est le temps de coopérer. Et est-ce que vous y croyez justement pour réussir cette relance économique, justement la notion d'être encore plus dans un collectif et de dialogue entre collectivités locales, entreprises, fédérations professionnelles? Écoutez, vous savez que je suis d'une région de rugby, toulousain. Et donc là, franchement, si au rugby, vous n'êtes pas corporate, ça ne marche pas. Donc, sur la transition écologique, je le disais tout à l'heure, il faut qu'on soit tous ensemble. Et si on veut faire d'ailleurs évoluer l'écologie, on ne peut le faire qu'ensemble. Et ce n'est pas en tapant les uns sur les autres, c'est en travaillant avec les élus, les entreprises, nos concitoyens, qu'on arrivera à faire évoluer l'écologie. En tant que Toulousain également, et donc amateur de rugby, non, mais on est sur une période où on est sur une période où on a démontré collectivement qu'il y a une grosse coopération des pouvoirs publics, de la région, des communes, des acteurs privés, des banques, des entreprises. Donc clairement, aujourd'hui, plus que jamais, il faut coopérer et ça passera par ça. Mais je crois que cette crise sanitaire nous a montré qu'on était tous capables de le faire. Time to cooperate, Christian Estrosi, vous allez nous quitter sur cette conclusion. Je suis encerclé par deux Toulousains
Et ça ne me dérange pas parce que je sais qu'ils sont dans le même état d'esprit que moi. C'est ce qui peut permettre à notre pays de faire un bond en avant. On a besoin de plus de décentralisation. Et je sais que les politiques que vous conduisez, que ce soit BPI France auprès des entreprises ou que ce soit à la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics, c'est justement d'être auprès de vos entreprises comme auprès de vos collectivités pour que la croissance reparte des territoires qui sont les seuls capables, avec 70% de la commande publique qui part de chez nous, de pouvoir contribuer à cette relance en s'inscrivant dans une transition écologique qui correspond à la configuration de chaque géographie, de chaque identité et de chaque histoire aussi qu'il nous appartient de respecter. Merci Christian Estrosi. À très bientôt ici dans la métropole de Nice. Laurence Bottero va poursuivre les échanges. Merci. Bonne journée à tous. Merci. On parle de coopération, on a parlé d'innovation un petit peu tout à l'heure. Quand vous dites on est la banque 2, est-ce qu'il faut adresser par filière ou est-ce qu'il ne faut pas justement essayer d'adresser un ensemble? C'est-à-dire parler d'innovation, parler de financement. Quand je dis la banque 2, c'est sur la stratégie qu'on veut, mais on n'oublie pas notre raison d'être qui est de proposer un continuum de financement qui va du bas de bilan au haut de bilan, de la création à la transmission, du financement domestique au financement international. Et le but d'une banque comme BPI France, c'est de justement pouvoir faire émerger des projets qui sont au stade idée en proposant ce continuum de financement et toutes les strates d'accompagnement. Donc ça peut être du coaching, ça peut être du financement, ça peut être du soutien en bas de bilan pour accompagner la commande publique, ça peut être de la subvention pour les premières phases sur de l'innovation et comme des gros crédits qui vont servir à financer de l'immobilier et des projets d'infrastructures importants pour les entreprises de notre territoire. Et l'idée, c'est de couvrir ce 360. On a vu un 360 un peu comme ici d'ailleurs. Bruno Cavagnier, une question. On parle de commande publique. Vous étiez dans les vallées hier. Il y a un dispositif qui a été mis en place par la Chambre des métiers de l'artisanat qui s'appelle Solutions Commande Publique et qui veut ouvrir justement les marchés aux TPE-PME. Et Christian Estrosi le disait tout à l'heure, il y a beaucoup plus de TPE que de PME dans les vallées. Mais de leur ouvrir finalement les marchés publics en priorité, si je puis dire ça comme ça. Est-ce que ça aussi c'est une bonne solution pour montrer que sans les TPE, il n'y a pas grand-chose? Écoutez, toutes les solutions qui permettent aux entreprises de toute taille, et notamment les petites, de travailler, qui permettent d'accélérer les travaux, sont de bonnes solutions. Christian Estrosi le disait tout à l'heure, effectivement, il y a une caractéristique ici, c'est qu'il y a aussi des PME ou des petites entreprises dans les vallées, ce qui a permis également d'être très réactif. Parce que quand vous y allez, vous voyez que c'est quand même très encaissé. C'est pour ça qu'il faut venir pour se rendre compte. Mais oui, tout ce qui participe à l'accélération des projets, à la réalisation des projets est une bonne chose. Vous savez, les entreprises ont aussi besoin de visibilité. Depuis des années, nous embauchons, nous formons. Le seul bémol, c'est d'avoir de la visibilité. Donc tout ce qui peut permettre d'avoir de la visibilité, de donner du temps aux entreprises et d'accélérer les projets est une bonne chose. Bruno Cavagnier, lorsque vous venez ici à Nice, c'est l'occasion bien sûr de faire un point sur la situation dans les vallées, de pouvoir voir justement les projets à venir pour vos adhérents. La Fédération nationale des travaux publics, c'est à la fois des grands groupes, des grands noms comme Vinci, Eiffage, mais c'est aussi beaucoup de grandes PME. Il y en a ici dans la région sud. Quelle est la situation économique aujourd'hui de vos adhérents à l'issue de d'un an de crise, certes d'entreprises qui ont certainement été éligibles au PGE, mais globalement, c'est quoi la situation aujourd'hui de ces plus petites entreprises et entreprises familiales notamment? D'abord, il faut peut-être rappeler ce qu'ont les travaux publics, le bâtiment, ce que ça représente. Les travaux publics, c'est 45 milliards en France, c'est 30 milliards à l'étranger, à l'international. Comme Christian Estrosi disait, on a de très belles entreprises. On a les plus belles entreprises au monde. Je mets les Chinois de côté qui, en termes de chiffre d'affaires, mais sur un marché chinois et africain, sont également très importants. Mais on a de très très belles entreprises qui innovent beaucoup d'ailleurs. Et on a en même temps beaucoup de petites entreprises. Au sein des travaux publics, on a 8000 entreprises, plus petites et plus grandes. Alors comment vont-elles ? Pas si mal que ça, puisqu'on a eu la chance de faire partie des secteurs qui ont pu reprendre, vous le savez, après un arrêt total en mars l'année dernière,
nous avons mis un protocole sanitaire en place et très rapidement, les entreprises, que ce soit de travaux publics ou de bâtiments, ont pu redémarrer. Alors au début avec quelques difficultés, mais finalement très rapidement, et on a rattrapé du chiffre d'affaires. Finalement, on a terminé avec moins de 13% de chiffre d'affaires sur l'année. On pensait que, pardon, en début d'année, on allait avoir un vrai trou d'air, et finalement, on n'a pas de trou d'air, mais c'est pas l'euphorie, mais ça travaille quand même. Et on a beaucoup d'espoir sur le second semestre parce que le plan de relance, parce que les exécutifs sont en place, parce que quand on discute avec les élus locaux, ils sont plutôt optimistes en nous disant on est en train de lancer nos travaux. Et puis on peut imaginer qu'avec une élection présidentielle l'année prochaine, on va avoir des candidats qui vont aussi vouloir investir parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et on a la chance, nous, et je mets le BTP là-dedans, d'être une activité qui repart extrêmement vite, quasiment en appuyant sur le bouton. On a la chance de profiter d'une relance keynésienne parce que, évidemment, quand on dépense de l'argent public, ça nous touche directement. Et derrière, on voit bien que l'investissement privé, et c'est vrai ici, on est à 12 milliards, je crois, d'investissement privé, l'effet de levier est important. Donc, on a beaucoup d'espoir sur ce second semestre qui va arriver en termes de chiffre d'affaires. Bruno Cavagné, puisque vous évoquez un plan keynésien ici pour la France, de l'autre côté de l'Atlantique, Joe Biden a annoncé un grand plan d'investissement sur les infrastructures. Certains poussent sur le second semestre un grand plan d'infrastructures, d'investissement sur les infrastructures à l'échelle européenne, tout ça dans le cadre du Green Deal et des 750 milliards du plan de relance. C'est quoi le rôle que vous pouvez jouer justement et quel est votre propos ce matin depuis Nice sur éventuellement ce plan d'investissement d'infrastructures européen? Alors effectivement, Joe Biden a annoncé un plan de 2000 milliards, mais M. Trump avait annoncé également un plan précédemment. Donc évidemment, je suis d'accord. Je ne vais pas vous dire non, on n'en veut pas. Si on peut avoir le même en France. Je mets juste une alerte. Vous savez qu'on a l'habitude dans ce pays, mais ailleurs également, de jouer beaucoup avec les chiffres. C'est de droite, je passe à gauche, je retraite. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir de l'argent, j'allais dire de la new money, de vrai pour faire des projets. Et encore une fois, je pense que si on a un second plan de relance, ça sera très bien. Faut-il encore que le premier plan de relance soit aille au bout, puisque je vous le disais tout à l'heure, sur les 100 milliards sur les TP, c'est 4 milliards d'euros sur la mobilité. Là aussi, qu'il y a eu du mal à démarrer. Donc moi, oui, bien sûr, pour les plans de relance. Oui, pour qu'on accélère. Mais j'attire juste l'attention sur le fait que ça ne reste pas un effet de manche ou un effet d'annonce et que finalement, on se retrouve dans 5-6 ans avec des milliards annoncés qui ne sortiront pas ou qui ne sortiraient pas. Donc, il faut être très vigilant. Et pour être plus précis, le rôle de la fédération, c'est vraiment de pousser, d'alerter, d'être vigilant. On est avec Louis Nègre qui va venir tout à l'heure, membre du Conseil d'orientation des infrastructures. Là aussi, c'est notre rôle de pousser, de titiller l'Assemblée nationale, le gouvernement pour dire attention, on annonce des choses, faut-il qu'on aille au bout? Sur la new money, faut-il un deuxième plan de relance ou pas? Je pense que... Est-ce que le défi, enfin l'enjeu n'est pas peut-être que justement le premier plan de relance soit vraiment aussi utilisé par les entreprises et qu'elles n'hésitent pas à déposer des dossiers, à se dire oui c'est pour moi même si je suis une TPE? C'est le vrai sujet, c'est d'arriver à ce que les entreprises de notre territoire s'approprient ce plan de relance, n'hésitent pas à déposer un dossier, qui sont fastidieux pour des petites TPE, mais pas si fastidieux que ça non plus. Mais je crois que le message et notre responsabilité, en tout cas la mienne, et c'est comme ça que je le prends, c'est de diffuser massivement sur les territoires ce plan de relance, expliquer que c'est pour tout le monde. Il y a tout un tas d'items dans ce plan de relance, avec plusieurs guichets, certes, mais de le faire connaître est pour moi primordial. Il ne faut pas que nos entreprises de nos territoires passent à côté en disant c'est pas pour moi, je suis trop petit, je suis trop moyen, je suis trop gros, je suis trop ci, je suis trop ça. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé il y a quelques mois encore et qui aujourd'hui est en train de changer. Bruno Cavagné. Oui, quand on parle de plan de relance des entreprises,
l'association d'idées me fait penser aux élus, parce que quand on interroge les élus, on se rend compte que dans les petites communes, c'est compliqué. Et beaucoup ont abandonné parce que les dossiers étaient compliqués à monter. Alors évidemment, ce n'est pas vrai pour la métropole de Nice, mais il faudrait qu'on arrive à changer de logiciel et à dire à des élus, le plan de relance, voilà les règles. Si vous considérez que vous rentrez dans ce plan de relance, allez-y, et derrière on contrôlera. Or, on est dans un pays, pour le coup, très administré, où il faut d'abord contrôler, être sûr qu'on rentre dans les critères, et ensuite on fait. Et évidemment, ça n'accélère pas, au contraire, et ça en arrête quelques-uns. Donc là aussi, il faut peut-être, dans des cas très compliqués comme ici ou à cause du Covid, changer de logiciel pour accélérer les projets. Vous voulez dire que l'administration soit plus souple? Oui, enfin, c'est l'administration, oui, ou le gouvernement. Si le gouvernement donne des directives en disant, écoutez, l'éligibilité, c'est celle-là, on a un cadre, si vous, élu local, on n'a pas que des idiots chez les élus locaux, hein, contrairement à ce qu'on peut entendre de temps en temps, en disant, voilà les règles, si vous rentrez dans ces règles, allez-y, et on contrôlera a posteriori si vous êtes bien dans les règles, ça accélérerait les projets. Or, aujourd'hui, on voit bien que cette accélération, elle n'est pas au rendez-vous. Nicolas Magentis, vous êtes d'accord avec ce discours de dire allez-y, puis il vaut mieux y aller que pas y aller du tout? Ah, totalement. Il vaut mieux y aller que pas y aller du tout, ça c'est sûr. Après, sur la partie commande publique, élus, effectivement, il peut y avoir des sujets d'un certain immobilisme à un moment donné qui est perçu comme tel. En tout cas, ce qu'on a essayé de faire, nous, en tant qu'instrument utilisé par les pouvoirs publics pour le plan de relance au profit des entreprises, notamment tous les appels à projets, c'était de simplifier au maximum le process. C'est un guichet unique, un site internet unique où je déposais un dossier qui n'est pas compliqué, qui avec des documents bancaires, on va dire traditionnels, et qui ensuite permet de rentrer sur une instruction. Alors oui, nous, en tant que banque, on est effectivement soumis à quelques contrôles et quelques règles qui nous obligent à vérifier quelques points. Et c'est ce que l'on fait lorsque l'on finance directement ou on gère les appels à projets pour le compte de l'État, mais on essaie de le faire avec un timing relativement court, décentralisé pour une partie de ces appels à projets, ce qui permet, je crois, enfin, en tout cas je le pense, d'être assez efficace sur le territoire, et je pense qu'on peut aussi faire mieux, et on essaie de le faire tous les jours. Très bien. Nicolas Magentis, juste, on parle ici beaucoup de milliards, un contrat de relance de 2,5 milliards. Quand on interroge ici même des artisans de taxi, ils vous disent ce qui manque surtout, ce n'est pas des milliards, mais c'est le fait qu'on ne voit pas les touristes arriver. Et est-ce que vous n'avez pas peur chez BPI France que cette crise, à la fois, finalement, les gros s'en sortent et les tout petits, finalement, ne puissent pas tenir, car on espère tous qu'on est à la sortie de la crise, mais on a encore des incertitudes. Comment faire à ce que finalement cette crise, à la fois les plus petits puissent en sortir? Alors, lorsqu'on se remet en perspective au 30 mars dernier, ou 16 mars dernier, on se disait, oh là là, comment on va être mangé, voilà. Les premiers bilans qu'on reçoit ne sont pas si dégradés que ça. On voit que les entreprises ont gagné du temps, sont digitalisées, elles ont trouvé de nouveaux process de vente, de nouveaux canaux de communication, elles ont accéléré. Effectivement, il y a des secteurs qui ont beaucoup souffert. On parle du secteur du tourisme, quoique le secteur de l'hôtellerie de plein air a bénéficié d'un report de clientèle, bénéfique pour lui. Mais effectivement, le commerce de proximité ou l'hôtellerie classique que l'on connaît tous, ou les entreprises dans le secteur de l'événementiel ont beaucoup souffert. On pense que ça va repartir. On est convaincu que ça va repartir. Et pour que ça reparte, il faut accompagner les entreprises à avoir le volant de trésorerie qui leur permet de tenir. Ce que l'on fait modestement, c'est que l'on propose aux côtés de la région, notamment dans la région sud, un prêt rebond. Un prêt rebond qui est intéressant puisque sur 7 ans, avec un taux zéro. Et pour les plus petites entreprises de notre territoire, on a décidé de le digitaliser. C'est-à-dire que la promesse, c'est dépôt du dossier en ligne. 15 jours après, le dossier est décaissé sur les comptes de l'entreprise. Ça permet aux entreprises de tenir. Ce que l'on fait également, c'est que l'on a, grâce au plan de relance, pérennisé et renforcé nos fonds de garantie, les fonds de garantie BPI France, qui permettent de garantir des prêts bancaires pour
continuer à soutenir ces petites entreprises. Et lorsqu'on est sur de la garantie, c'est uniquement pour les TPE et PME du territoire. Donc voilà, modestement, on essaye de le faire avec nos moyens et on n'est pas si inquiet que ça. Un dernier mot, Bruno Cavagné, avant de laisser Laurence Bottero qui va enchaîner une deuxième séquence dans Transformons la France sur la question des mobilités. Bruno Cavagné, quand on parle d'infrastructure, par moment on dit, en ce moment, on parle des fois de la guerre entre le rail, le transport aérien, les routes. Que vous inspire ce débat aujourd'hui en France entre justement le choix des voies de communication et finalement ce plan de relance peut donner, pour vous, qu'est-ce qui est essentiel justement dans ce plan de relance par rapport à ces choix qui s'ouvrent à la fois aux Français? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais juste rebondir. Pour que sauver les entreprises de demain, c'est du temps qu'il faut. Vous savez, les entrepreneurs veulent rembourser. Et un de mes combats, c'est un combat entre guillemets avec Bruno Le Maire, c'est de dire il faut du temps. Quand on m'explique qu'on a des règles européennes qui nous empêchent de rembourser à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, les PGE, changeons les règles. Changeons les règles parce que sinon, c'est l'État qui prendra pour lui les impayés. Et vous militez pour un remboursement, certains militent pour un 10 ans, c'est doit passer oui, de 5 oui, à oui, 10 10 ans, 15 ans, du temps. Quand on parle, alors le secteur du BTP peut-être moins touché que les autres, mais quand on parle du tourisme, l'hôtellerie que je connais un peu, il est clair que quand vous n'avez eu plus d'activité, même si l'année prochaine ça repart, les gens seront incapables de rembourser en 3 ans, en 4 ans les PGE. Donc il faut du temps et je milite beaucoup pour le temps. C'est ça qui sauvera les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Et pour répondre à votre question, ce débat, il n'y a pas de débat, c'est l'intermodalité. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est de l'intermodalité. Je vous parlais du Conseil d'orientation des infrastructures tout à l'heure, où on vient de terminer un rapport qu'on va remettre dans quelques semaines sur le rail, sur le ferroviaire. On voit bien aujourd'hui que il ne faut pas qu'il y ait de guerre entre le rail, entre l'aérien, entre la route. C'est l'intermodalité qui fera que ça marchera ou ça ne marchera pas, que les investissements à faire, notamment sur le rail, sont encore considérables, que le fret ferroviaire, je cherchais le mot, pardon, du fret ferroviaire, le doublement du fret ferroviaire, on voit bien que ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'il y a des travaux à faire notamment. Donc il ne faut pas être dogmatique, il faut arriver à voir quels sont les investissements nécessaires. On ne peut pas dire plus d'aériens et en même temps on ne veut pas de ligne LGV. Ça marche pas. Donc je ne suis pas un adepte du tout de la décroissance. Si l'écologie c'est la décroissance, je ne suis pas écologiste. Si l'écologie c'est prenons soin de notre pays, de notre planète pour la laisser à nos enfants, à nos petits-enfants en meilleur état, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. On prend en compte l'empreinte carbone, on essaie tous à notre niveau de la faire baisser et on regarde qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde.